Bonjour Monsieur Soral, que j'ai une question sur l'élection présidentielle. Comment est-ce que le camp nationaliste peut peser en sachant que ses deux représentants officiels sont d'un côté le playboy gaulois Zemmour et de l'autre Philippot, toujours encadré par les services de renseignement généraux dans ces manifestations, tous les deux étant pro-vaccin, bientôt pour les enfants, on peut l'imaginer. Merci de votre travail. Là, il me semble que je suis obligé de faire un rectificatif, c'est que je crois pas que Philippot est pro-vaccin et pro-pass sanitaire. Je crois qu'en ce moment, il refait sa pelote avec son parti là, des patriotes et il encarte à tout va, justement en militant contre le vaccin et contre le pass. Il me semble que c'est ça qui se passe. Alors, il est évident que effectivement Philippot est quand même un acteur politique de second plan. Il n'est pas très dangereux. Le système, en ce moment, ouvertement le laisse effectivement incarner la colère anti-pass sanitaire, sans doute parce que c'est le principe de l'opposition contrôlée. On sait qu'il ira pas trop loin. Et donc, comme représentant du camp national en ce moment, si je veux rectifier, on a Marine Le Pen qui est sur la pente descendante. On sent qu'elle est en train d'être sortie du jeu, déjà parce qu'elle est has-been, parce que elle a détruit le parti. Enfin, on sent qu'elle est en train de sortir de l'histoire. Et puis de l'autre côté, on a effectivement le zemmourisme, Zemmour, auquel on ne va pas échapper. C'est évident que toutes les forces du système sont là pour que Zemmour incarne comment dirais-je, l'opposition nationale ou le sursaut national. Donc en ce moment, moi ce que je me dis, c'est que nous on fait de l'exactitude avec ER, avec FEDOC, avec Youssef qui nous aide aussi. C'est dire exactement ce qu'est Zemmour, puisque c'est lui le type d'avenir, et dire bien que moi c'est ma théorie pédagogique pour dire qu'il faut ne pas comparer un homme politique et un chanteur. Dans un chanteur, tout est dans la chanson, c'est-à-dire vous écoutez les paroles, elles sont belles, voilà. Alors que chez un homme politique, ce qui compte, c'est pas les paroles de la chanson, c'est qui produit la chanson, qui lui permet de chanter. Et donc cette autre dimension, ce qu'on appelle les sponsors. Et quand là, on voit bien qu'il y a une disjonction assez rapide qui se fait entre le discours de Zemmour, qui est le mien d'une certaine manière, en grande partie. J'étais là avant lui pour le dire, et comme il l'a reconnu lui-même dans des échanges privés, je suis largement plus légitime que lui pour l'incarner. Et puis on voit bien qu'il a là, cette disjonction s'opère très vite avec les sponsors. Rothschild, Goldman Sachs, Nadar, enfin les gens qui lui permettent d'exister et de monter en ce moment sont pas du tout des gens issus du camp patriote et des gens qui ont intérêt à la renaissance et à la prise du pouvoir du camp national. Voilà, c'est l'analyse qu'on fait. Alors après, il y a des gens qui pensent que le discours est une première étape et déjà un gain en soi et qu'on peut pas faire mieux. Donc il faut laisser parler Zemmour, accompagner Zemmour, parce que ça permet la bascule idéologique de la gauche et du gauchisme dont on ne veut plus vers une renaissance des idées de droite. Le problème, c'est que quand les idées s'accomplissent pas, se transforment pas en actes politiques et économiques derrière, ça reste de l'enfumage. Ça reste finalement quelque chose qu'on a déjà vécu avec Sarkozy. C'est pour ça que je m'étonne que les gens soient toujours sur ce schéma. Effectivement, le primat du discours en politique. Moi, je pense que c'est le primat des réseaux, voilà, et des réseaux de puissance, et donc essentiellement des réseaux d'argent. Voilà. Mais voilà, il y a des séquences obligatoires. Pour l'instant, on accompagne Zemmour et on le marque à la culotte. On va vérifier si Marine se fait sortir, parce que c'est la justice immanente d'un point de vue de la droite, de la vraie droite, c'est que Marine va payer pour toutes ces bêtises, toute son arrogance, toute son incompétence, puisque finalement elle a hérité d'un parti, et au lieu de comprendre que cet héritage voulait dire illégitimité, elle a compris que héritage voulait dire transmission héréditaire. Elle a fait un contresens total. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle prouve sa légitimité puisqu'elle héritait, qu'elle n'avait pas créé et monté ce truc-là, et au lieu de prouver qu'elle était légitime, elle a passé son temps à couper des têtes et à ne coopter que des courtisans. Et aujourd'hui, on est dans une situation où tous les gens que je connais qui sont plus ou moins proches du front ne rêvent que de la mort de la mort politique de Marine. Voilà. Et quand on voit les forces qui sont derrière Zemmour d'un côté
et le peu de force qu'il y a autour de Marine et les choix catastrophiques politiques qu'elle a fait depuis la crise du Covid, hein, c'est-à-dire qu'elle a loupé une à une toutes les opportunités d'incarner une opposition sérieuse, on se dit qu'elle a toutes les chances de se faire sortir complètement de la politique et qu'en plus elle le mérite. Hein, voilà. Et c'est là que je peux rebondir sur le rôle de Philippot. Il me semble que si le système aide aujourd'hui Philippot à se reconstituer, c'est que la garde de fer de Marine est essentiellement homosexuelle. Or, quand à un moment donné, il faudra que tout le monde trahisse et que tout le monde se barre, je pense qu'il y a un pont qui s'établit déjà, je dirais, de façon automatique, entre Marine et Philippot de ce point de vue-là. Philippot a toutes les raisons de vouloir se venger de Marine, et en même temps, il permettrait, je dirais, le transfert de tous les homos qui sont derrière Marine vers Philippot, puisque en fait, les homos sont, c'est incontestable, très communautaire. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que le système en ce moment favorise la renaissance du parti de Philippot, c'est pour qu'il puisse bien ponctionner les forces homosexuelles qui sont autour de Marine, afin qu'il ne lui reste à peu près plus rien. Hein, voilà. Et moi, je vous dis, il est très probable qu'on voit déjà là que Marine n'arrive pas à trouver les prêts bancaires, elle a l'URSSAF sur le dos, parce qu'en plus, elle a ruiné le parti. Hein. Elle a été c'est une catastrophe totale, hein, avec le recul, le marinisme. Et même son père, d'ailleurs, qu'elle a viré aujourd'hui, ça aussi, ces petites vengeances taquines, est bien en train de dire que si c'est Zemmour le mieux placé, il marchera lui-même derrière Zemmour, puisque pendant que Marine dédiabolisait à tout va, Zemmour, sur une ligne assez trumpienne d'ailleurs, hein, a bien compris qu'il fallait attaquer frontalement le politiquement correct et l'idéologie dominante de gauche pour incarner une opposition, au moins sur le plan du discours, au moins sur le plan idéologique. Alors que Marine, elle court derrière le politiquement correct, ringardisé. Elle en est même là à envoyer, je crois, son Bardella dire que Zemmour parlait mal des femmes. C'est-à-dire que Marine pense que le RN, qui est quand même le parti nationaliste, son étendard pour aller à la reconquête politique, ça serait le néo-féminisme. Je crois que même Rushdie pourrait lui expliquer à quel point cette stratégie est catastrophique. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, le camp national, de fait, est incarné par Zemmour. On ne peut pas y couper. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un coup d'avance. C'est quand les gens ont compris que Zemmour, c'est finalement, quel que soit d'ailleurs ce dont il rêve lui-même et son honnêteté, et ben, du fait des réseaux d'argent qu'il domine, il faudra peut-être qu'on en passe par la déception Zemmour, donc la déception ultime, pour enfin aller au vrai renouveau nationaliste que je pense incarner bien plus sérieusement. Voilà, donc je pense que quelque part, si on a un peu de sens de l'histoire et le sens de la dialectique historique, Zemmour est un moment et un passage obligé pour aller au sérieux que je prétends incarner avec égalité, réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs, pour une réconciliation nationale. Hein. D'ailleurs, on voit bien que la différence fondamentale qui prouve que Zemmour ne peut absolument pas incarner un pouvoir politique effectif, c'est sa déclaration de guerre aux musulmans. On ne peut pas prendre le contrôle d'un pays quand on déclare la guerre à 5, 6, 7 millions de ses citoyens. C'est strictement impossible. C'est ce qui prouve qu'on en ait conscience ou pas, on est un agent de l'étranger. Car je le rappelle, les fauteurs de guerre civile le font toujours dans l'intérêt d'un tiers, hein, c'est-à-dire d'un pays étranger. Il n'y a pas de patriotes qui souhaitent fondamentalement une guerre civile. Si on plonge dans l'histoire, au mieux, on a des gens qui ont été jetés dans la guerre civile et qui essayent d'en sortir par le haut et dont l'objectif est forcément une réconciliation nationale, que ce soit après-guerre, que ce soit quand on regarde ce qui s'est passé en Espagne, quand on regarde la situation du Liban actuel, la Yougoslavie, même l'Ukraine. Le pouvoir ne peut pas être incarné par un fauteur de guerre civile, et un fauteur de guerre civile ne peut pas être quelqu'un qui réellement pense pouvoir gérer un pays. Et c'est forcément c'est-à-dire c'est Zemmour, c'est-à-dire un type qui n'a toujours été que dans le discours, un journaliste en fait, un type qui brasse des mots, qui brasse du vent, mais qui ne se pose pas les questions profondes de ce qu'on appelle la gestion, d'ailleurs aussi bien économique qu'humaine, parce que là il verrait que son anti-islamisme et son amalgame entre citoyens musulmans et islamisme le disqualifie comme possible gestionnaire politico-économique de la France. Voilà.